Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Amélioration de la résilience des populations hôtes lors d'un atelier qui a été organisé par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Et accord sur le Brexit, donc avec les 27, la méthode Coué. Merci à vous de nous rejoindre. L'Union européenne, en étroite collaboration avec l'OIM, a lancé donc hier un projet pour la mise en place de solutions pérennes pour les pays hôtes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti. Ce projet mis en œuvre par l'OIM est financé à hauteur de 8 millions d'euros, soit environ 16 millions de francs en Djibouti. C'est inscrit dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne, dans l'objectif de remédier aux causes profondes de l'instabilité et de la migration irrégulière et des déplacements forcés en Afrique. Cet événement a vu la participation du ministre de l'Intérieur Hassan Omar, du ministre de la Santé, de la ministre de la Femme et de la Famille, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti et de la représentante de l'OIM. Les droits des réfugiés donc, et des migrants, et notamment l'amélioration de la résilience des populations les plus vulnérables ont été discutés donc durant cet atelier. Que l'OIM reçoit une somme aussi importante pour mettre une somme au niveau pour un projet national aussi important pour mettre en place des projets de protection envers les migrants. Et je souhaiterais vraiment sincèrement remercier l'Union européenne, mais l'ambassadeur de l'Union européenne, Isabelle de Ruth, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup contribué à la préparation de ce document de projet. Je pense que je ne vais pas... on parle beaucoup de cette question de migration, cette méga-tendance mondiale, régionale, Djibouti comme un pays de transit, et je pense que les ministres vont en parler beaucoup aussi, parce que c'est eux qui vivent cette problématique au niveau sectoriel. Les causes profondes aussi, on les connaît. Beaucoup de gens bougent pour des questions économiques, pour des questions qui fuient des conditions climatiques ou des conditions de guerre ou de tensions civiles. Et à présent, écoutons l'intervention également du représentant de l'Union européenne qui a participé donc à cet atelier, M. Adam Koulash. Le monde appelle ce pays un pays de rencontre, un pays une île parfois de stabilité dans l'océan d'instabilité, mais c'est avant tout un pays d'accueil dont l'identité vraiment a été bâtie sur l'accueil des gens, de ceux qui ont besoin de l'aide, de ceux qui ont besoin de paix, de ceux qui ont besoin de stabilité, de ceux qui doivent quitter leur maison pour de différentes raisons, en recherchant la meilleure vie, en recherchant l'emploi, en recherchant parfois un paradis qui n'existe pas. Et c'est un problème qui est bien évidemment un problème qu'on partage. L'Union européenne, les pays de l'Afrique, les pays de la Corne, nous avons tous ce problème. Bien évidemment, nous avons un peu plus d'expérience comme le pays de l'Union européenne, mais le problème est là. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a indiqué pour sa part que l'objectif de cet atelier était entre autres d'améliorer donc les conditions de vie des enfants des rues, qu'ils soient djiboutiens, réfugiés ou migrants. On l'écoute. C'est un honneur pour moi d'être présente et de m'exprimer à cette cérémonie officielle du lancement du projet Solutions pérennes pour les populations hôtes, réfugiés et les migrants les plus vulnérables en République de Djibouti, financé par l'Union européenne avec pour mise en œuvre de la part du gouvernement de la République de Djibouti et l'appui étroit de l'OIM. Nul n'ignore que dans le monde qui bouge, la migration est inévitable, mais néanmoins on peut encadrer cette immigration pour la rendre sûre, régulière, coordonnée et surtout protéger cette population cible qui n'arrête, cette population vulnérable qui se déplace. Comme vous le savez, la République de Djibouti connaît une migration mixte. Qu'est-ce que j'entends par mixte? Ce sont des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants irréguliers, réguliers, personnes déplacées. Les vulnérabilités des catégories de cette population est mixte et variante aussi.
conscients que les enjeux liés à cette catégorie de population vulnérable et surtout sous le leadership du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, le gouvernement de Djibouti a mené plusieurs actions et initiatives visant à protéger les personnes vulnérables comme les femmes et les enfants, migrants et les réfugiés en République de Djibouti. Ces actions cette volonté politique a été concrétisée, actée par la sensibilité du ministre de l'Intérieur. Comme vous le savez, courant ces dernières années, plusieurs lois protégeant ces populations ont été adoptées et approuvées par la République de Djibouti. Et enfin, écoutons l'intervention du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, qui a indiqué donc un renforcement des capacités des ministères concernés par cette problématique doit être efficace et efficient pour apporter donc à cette migration mixte une amélioration également des capacités de l'ONARS à identifier et à assister donc les réfugiés et les migrants les plus vulnérables. On écoute le ministre. Ces projets portés par l'OIM et financés par la délégation de l'Union européenne est doté d'un budget total de 8 millions d'euros sur une durée de 3 ans. Mesdames et messieurs, c'est un fait, les flux migratoires sont en constante augmentation partout dans le monde. Ces mouvements humains sont incontrôlables, tant leurs causes sont profondes et protéiformes. Chaque année, la violence, la misère morale et matérielle, les abus en tout genre jettent des millions de femmes et hommes hors de leur foyer. C'est un constat malheureux, mais c'est comme ça. En comble de leur malheur, ces personnes vulnérables subissent la loi des trafiquants d'êtres humains au cours de leur exil vers des cieux plus cléments. Le sort terrible de ces damnés de la terre ne suscite que peu d'émotion et encore moins de compassion. La différence, voire le cynisme, ajoute à la cruauté de ce drame humain. Ces pauvres victimes se heurtent aux dures réalités de la vie dans les camps où la suspicion et la peur sont leur lot quotidien. Il est temps de dire assez. Il est temps de dire assez. Nous, dirigeants publics, gouvernements et responsables des organisations internationales avons le devoir d'instaurer des conditions d'accueil dignes et décentes. Dans le dossier de cette édition de cet après-midi, comme chaque année, notre pays, à l'instar des autres pays du monde, et avec la collaboration de la FAO qui a instauré cette journée, se penche sur la problématique de l'alimentation. Par ce thème, agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible. La journée mondiale d'alimentation vise à déterminer les actions concrètes pour lutter contre la faim et la malnutrition, plus particulièrement en milieu rural. Regardez, c'est un commentaire de Hussein Aouled. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée à Douda sous l'égide du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. La cérémonie a été organisée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO. C'est dans ces contextes que le ministère de l'Agriculture a signé un accord avec les représentants de la FAO pour la production de palmiers dattiers. La promotion de la culture de palmiers dattiers est devenue une priorité du gouvernement dans le cadre du programme national de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Cette volonté politique s'est traduite par la mise en place d'un laboratoire de multiplication in vitro du palmier dattier inauguré en mars 2006 par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh.
Entièrement financé par l'État djiboutien, ces laboratoires utilisent les techniques les plus modernes des biotechnologies végétales basées sur la culture in vitro pour assurer la multiplication en masse et la diffusion rapide de variétés de palmiers dattiers de grandes qualités nutritionnelles et de haute valeur marchande tels que Kalkhalas, Barhi et surtout Metjoule qui se distingue sur le plan organoleptique par son goût muet et son gros calibre, d'où son appellation des reines de date. Grâce à sa capacité actuelle de production de plants dattiers in vitro, le défi de l'indisponibilité de plants dattiers est désormais révolu sur le plan national. Si ces projets pilotes de culture in vitro a bénéficié d'un cadre institutionnel national favorable à son développement, il doit aussi sa réussite à la persévérance et à la détermination de l'équipe scientifique. Dans une interview que le ministre de l'Agriculture nous a expliqué la promotion de la culture des palmiers dattiers qui est devenue une priorité du gouvernement. inaan annakuba timirta sameeyno walka waxaan noqonay wadanka afraad ee adduunka cilmigaasi asagu maanta maad garan ku sameyn karaya timir ee laboratoire ka soo saaray. Le laboratoire de culture ambitionne de renforcer ses capacités pour passer à la production à grande échelle des tubes industriels avec un objectif de production annuelle de 10 000 vitraux plants de palmiers dattiers. Là, vous voyez, ce sont des plants qui ont parcouru toutes les 5 étapes du laboratoire qui sont aujourd'hui prêts à être transplantés sur le terrain. Donc je peux dire que voilà, les missions qui étaient assignées au laboratoire, compte tenu des résultats que nous voyons ici, sont atteints. Et le laboratoire est aujourd'hui en phase de répondre aux besoins de multiplication du palmier dattier en République de Djibouti. En effet, au début de l'année 2015, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO, a mis en place la première phase de la politique nationale pour le développement durable, dont l'objectif d'améliorer la production et la conservation génétique animale. Cela donc s'était concrétisé dans la réalisation du programme qui a réuni le ministère de l'Agriculture, la FAO et EAFF, dont l'importation de 45 chèvres laitières de race alpine kenyane, soit 34 femelles et 11 mâles, introduite en République de Djibouti le 4 avril 2016. L'interview du ministre de l'Agriculture nous a rappelé donc ces projets de grande échelle. La génération F1 a considérablement amélioré la production laitière de 1,5 litre chèvre F1 par rapport aux chèvres laitières locales des 0,5 litres de jour par chèvre. Conformément au plan d'action national et à la stratégie d'amélioration génétique, de conservation et d'utilisation durable des races de chèvres laitières locales, nous avons prévu de faire participer 1500 éleveurs avec 100 000 des chèvres laitières locales dans les 7 prochaines années, soit 51 litres par jour bénéficiaire. Afin d'augmenter les disponibilités en produits laitiers, le ministère chargé de l'élevage, en collaboration avec la FAO, a mis en place un programme d'amélioration de la production et de la conservation génétique animale. Voici donc les propos d'un vétérinaire, Dr Khairi Ali Elmi. كلماجي بيلا قبصانيان كو هودي بيلا قبصانيان أو وحكي دحلين هويدو مارتي راس لوكال كهاد. Cependant, grâce à l'initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh pour la lutte contre le chômage, de jeunes ont initié les projets des poulailles. C'est ainsi qu'ils ont ouvert un centre de protection des poules situé à Nagat. Ce centre est composé d'une surface pour les poulaillers et une zone réservée pour l'élevage des poussins avec la machine incubateur d'une capacité de 2000 poussins. L'objectif de ces centres avicoles Nima est l'élevage des poules locales et étrangères et la production des poussins. Si l'État a multiplié ses efforts, on a vu donc les investisseurs nationaux, étrangers et la société civile à se joindre à l'effort du gouvernement pour la promotion du secteur primaire du pays.
Santé à présent, coup d'œil sur les activités de l'hôpital régional d'Ali Sabieh depuis son ouverture par le président de la République Ismaël Omar Guelleh. L'hôpital Dr Ahmed Dabsi Ouarsama connaît depuis 2 ans un bilan positif des activités de prise en charge spécialisée et de la médecine générale. Ce niveau d'activité démontre la dynamique portée par les équipes médicales et soignants, et notamment avec l'arrivée dans la région à cette d'un contingent de 14 médecins, dont 8 médecins cubains en 2016, qui a permis de diminuer fortement le nombre croissant de transfert des patients des régions du Sud vers les hôpitaux de la capitale. Ainsi, le nombre de transferts a fortement diminué en passant de 180 en 2016 à 15 en 2018. Cette stratégie voulue par le président de la République était de désengorger les hôpitaux de la capitale et de permettre de soulager la souffrance des malades transférés à Djibouti, et plus particulièrement les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 5 ans. À l'instar des autres capitaux du pays, l'hôpital régional d'Ali Sabieh dispose d'une ressource humaines qualifiées, mais aussi d'un plateau technique adéquat et moderne. Les spécialités médicales offertes par cette structure médicale sont notamment l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, l'orthopédie, donc l'ORL, la stomatologie, la gynécologie et l'anesthésie. En plus des activités des postes de santé, l'hôpital régional organise régulièrement donc des activités d'équipe mobile pour offrir des prestations de soins à la population rurale de la région et améliorer ainsi la couverture sanitaire. Dans le cadre d'un nouveau travail d'un plan de travail communal, ainsi que la nécessité d'identifier et d'analyser les voies réciproques pour une collaboration collective entre les élus locaux, le président de la commune de Balbala, Ouabel Nour Alayi, a convoqué dans la journée d'hier, donc au sein du complexe Ar-Rahma, l'ensemble des conseillers communaux de Balbala pour la tenue des séances de travail en session ordinaire du 3e et 4e trimestre 2018. La dite réunion reste pour l'ensemble des élus locaux de Balbala un tournant de leur mission au sein de la population locale de Balbala, avant de pouvoir joindre la parole à l'action commune pour participer et redynamiser la commune et notamment améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. Au cours de cette assise, les conseillers communaux ont abordé à tour de rôle les différents points à l'ordre du jour et se sont bien évidemment penchés sur la manière la plus subtile de collaborer afin de faciliter et de sensibiliser la population locale sur les projets d'envergure menés par l'État et les partenaires donc au développement. De tenue de 3e, 4e séance ordinaire de session 2018. Donc malgré quand même aussi les intempéries d'hier soir. Donc nous avons tenu cette réunion de travail et nous avons essayé d'adopter ou plutôt aborder des différents thèmes tels que les OUC aussi. Nous avons essayé de créer un peu, on parlait de créer des différentes commissions pour pouvoir faciliter les différentes tâches quotidiennes de la commune. Donc pour ça déjà j'aimerais remercier également au président de la commune qui a tenu et dirigé cette réunion et tout s'est bien passé. Comme à l'accoutumée, le lycée de la région de Dikil, en collaboration avec les parents d'élèves, a organisé une cérémonie de célébration de la Journée mondiale des enseignants mardi 16 octobre dernier. En effet, le thème retenu cette année est le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié, va de pair donc avec le cadre unique des professeurs instauré, ainsi que toutes les actions menées visant le renforcement des compétences professionnelles de nos enseignants. En outre, plusieurs activités ont été présentées pour cette journée, notamment des sketchs, des danses traditionnelles, des poèmes en français, en anglais et en arabe. Et a été remercié également le préfet adjoint de la région de Dikil, le président du conseil régional, le chef de service régional d'éducation, ainsi que donc les parents des élèves et les enseignants du lycée de Dikil d'avoir répondu à cette invitation. Éduquer les enfants, les futurs citoyens et responsables de notre cher pays. À vous les instituteurs, à vous les professeurs, à vous les conseillers pédagogiques et enfin à tout le personnel enseignant, dans sa diversité et sa richesse, je veux que vous sachiez que la République vous est reconnaissante et vous honore par votre dévouement à la cause commune. Sachez également que la République vous a confié de ce qu'elle a de plus précieux pour sa pérennisation et son développement futur, bien sûr, à savoir le levier du pays, nos enfants.
Également, cette journée a été célébrée dans la région d'Arta, donc au mardi dernier, au lycée hôtelier de la région. Et en honoré cette cérémonie de leur présence, les autorités locales de la région, à savoir le premier adjoint du préfet, Mohamed Ahmed Fouzi Assoué, la vice-présidente du conseil régional, Filissan Hassan, le chef de service régional d'éducation et inspecteur de la région, Hassan Ali, des enseignants, des parents, des notables et autres invités. Cette cérémonie, donc riche en couleurs, s'est déroulée dans une ambiance festive. Et durant cette cérémonie également ont été présentés des sketchs, des danses traditionnelles et plusieurs interventions donc des responsables, des parents d'élèves et des enseignants du lycée d'hôtellerie d'Arta. Chaque année à cette période, célébrons et honorons nos enseignants dans un pays comme dans notre pays comme à travers le monde durant cette journée mondiale des enseignants, journée qui témoigne de la dignité particulière de ce métier. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité, donc internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Bonjour. Alors, accord sur le Brexit, Samatar, la méthode Coué donc va être appliquée. Effectivement, Ahmed, les sommets européens de Bruxelles s'est achevé hier, Ahmed, mais toujours pas d'accord en vue le Brexit. Les dirigeants européens et la première ministre britannique, Theresa May, ont affiché leur volonté de parvenir à un divorce à l'amiable. Les négociations se poursuivent avec de nouvelles options. C'est que, on peut dire, Ahmed, la première ministre britannique, critiquée par l'ensemble de la classe politique de son pays, doit jouer les équilibristes. Elle déclare que nous ne sommes pas ici en train de proposer une prolongation de la période de mise en œuvre, soutient Theresa May. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons pour assurer et d'avoir une solution au problème du backstop en Irlande du Nord. Ces backstop au fil de sécurité prôné Ahmed par Bruxelles vise à maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière en dernier recours pour éviter Ahmed un retour plutôt frontière physique avec l'Irlande. Un dossier Ahmed qui reste le point d'échappement entre l'Europe et Londres, Ahmed. Et nous allons également parler de la Crimée. L'heure est au recueillement pour les rescapés. Effectivement, il y a 2 jours, un adolescent de 18 ans scolarisé, Ahmed, dans cet établissement, a ouvert le feu sur ses camarades, tuant Ahmed 20 personnes. Aujourd'hui, les survivants racontent avec effroi ce qu'ils ont vécu. Nous sommes tous sortis, j'ai évacué, a-t-il dit, cette fille, une fille blessée par balle. Nous l'amenons à l'hôpital. J'ai essayé de l'aider comme je le pouvais, en arrêtant tous les véhicules sur la route. Il y avait des blessés de partout. Certains étaient brûlés, d'autres mutilés. Nous avons dû transporter les morts, les blessés, et il y en a peut-être encore d'autres sous le décombre, raconte l'un des témoins. Comme vous le voyez sur les images, Ahmed. C'est à proximité de la cantine, là où une des bombes a explosé, que l'élève et famille ont improvisé un mémorium et viennent déposer des fleurs et porter des victimes. Chaque heure, Ahmed, de plus en plus de détails sur le drame du lycée de Kretsch sont relevés et ceux qui ont survécu ont trouvé la force de parler par vous qu'ils ne pourront jamais oublier ces terribles journées dans leur mémoire, Ahmed. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.